Regardez cette femme dans ce tableau, elle nous fait face, droite, calme, presque sûre d'elle. Debout, elle pose la main sur l'épaule de son mari, l'un des plus grands savants de son époque. Un geste simple, mais d'une assurance remarquable. Un visage jeune, une élégance naturelle, une présence qui impose le respect sans effort. À ses côtés, son mari interrompt son travail une seconde et lève les yeux vers elle avec une attention rare. Un mélange d'admiration, de tendresse et de dépendance intellectuelle. Autour d'eux, le laboratoire parfait, le papier, la plume, les instruments. Le tableau respire la maîtrise. Pourtant, au moment où David peint cette image, le monde autour d'eux commence déjà à se fissurer. Voici l'histoire de cette femme qui semble ici au centre de tout, juste avant que tout ne bascule. Chaque détail vise à présenter un couple au sommet de son époque, et surtout une femme qui occupe la place centrale du cadre. Marie-Anne se tient debout, légèrement inclinée vers la table. Sa robe blanche attire immédiatement le regard. Robe coûteuse, tissu ample, manches bouffantes, et ce ruban bleu serré à la taille. Sa chevelure forme une masse de boucles, travaillée, volumineuse. David éclaire son visage avec une douceur qui fait ressortir ses traits, expression posée, maintien assuré. Elle ne force rien, elle est là, consciente d'être regardée. Les vêtements d'Antoine Laurent sont tout aussi révélateurs. Habit noir impeccable, col blanc rigide, manchette à volant. Un style contrôlé, presque protocolaire. Devant lui, les feuilles, la plume et l'encrier ne racontent pas une scène réelle, mais rappellent son territoire, l'étude, l'écriture, la science. Le rouge du tissu qui couvre la table tranche avec la blancheur de la robe et le noir du costume. Ce contraste donne au portrait une stabilité visuelle presque théâtrale. Rien dans l'arrière-plan ne distrait. Une colonne, un mur lisse. Tout est resserré autour du couple, autour d'elle surtout, comme si David avait voulu concentrer la lumière sur cette femme, dont le rôle dépasse déjà celui d'une simple épouse. Pour comprendre la place de Marie-Anne dans ce tableau, il faut revenir à son origine. Une famille dont la richesse ne vient pas du hasard. Elle naît en 1758. Son père est juriste au Parlement et surtout directeur d'une ferme générale, l'un des postes les plus lucratifs de l'Ancien Régime. C'est grâce à cette fonction, collecte d'impôts interdits comme la gabelle, que la famille vit dans une grande aisance. Mais la fortune ne protège pas de tout. Marie-Anne perd sa mère à 3 ans. Envoyée au couvent, elle se révèle talentueuse dans le dessin et les langues étrangères, des outils rares pour une jeune fille du XVIIIe siècle. À 13 ans, on tente de la marier à un homme de 50 ans, ruiné et malade. Elle n'en veut pas. Ce refus modifie toute sa trajectoire. Peu après, elle se rapproche d'un jeune homme qu'elle connaît déjà, Antoine Laurent de Lavoisier, en pleine ascension scientifique et déjà lié à l'Académie royale des sciences. Lavoisier est celui qui donnera leur nom définitif à 2 gaz essentiels, l'oxygène et l'hydrogène. Ils se marient en 1771, un mariage qui devient rapidement un partenariat de travail. À l'Arsenal, Marie-Anne entre directement dans le travail du laboratoire. Elle dessine les appareils et les montages, des planches précises utilisées dans le traité élémentaire de chimie. Son trait vient de sa formation au couvent, puis de l'enseignement de Jacques-Louis David. Elle apprend l'anglais et l'italien pour suivre les publications étrangères. Elle lit, résume, clarifie et transmet à Lavoisier, ce qui fait avancer les recherches. Sans diplôme ni titre, elle devient la personne la plus fiable pour relier le laboratoire au reste du monde savant. Lorsque Franklin mange ou la place viennent à l'Arsenal, elle est là. Elle suit les échanges, retient l'essentiel et ajuste son travail en fonction des discussions techniques. La chimie du XVIIIe siècle reposait sur des gestes précis et d'une mémoire rigoureuse. C'est exactement ce qu'elle fournit et ce rôle fondamental apparaît dans les archives du laboratoire, même s'il n'est pas visible dans le tableau. Tout leur quotidien est absorbé par la chimie et les obligations fiscales. Chimie le matin, fiscalité du royaume l'après-midi et laboratoire encore de 19h à 22h. À la fin des années 1780, le contexte se retourne. Antoine Laurent est aussi fermier général, comme le père de Marie-Anne, une fonction bien payée, mais désormais considérée comme un symbole d'injustice fiscale, et la Révolution transforme cette fonction en accusation. Lavoisier est arrêté, son beau-père aussi. Leurs maisons, leurs biens, leurs instruments sont saisis. Rien ne résiste.
Un médecin renommé tente de plaider pour lui en présentant ses travaux comme un service rendu à la République. La réponse du président du tribunal est entrée dans l'histoire. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le même jour, Lavoisier et le père de Marianne sont guillotinés. Un double deuil brutal qui efface d'un coup tout ce qui formait la vie de Marianne. Quelques semaines plus tard, elle est incarcérée rue des Capucines, 65 jours de détention. Elle sort le lendemain de la chute de Robespierre, libre mais ruinée. Elle a tout perdu. Il ne reste que des fragments, des cahiers épars, des notes incomplètes, quelques pages sauvées. Contrairement à d'autres veuves de fermiers généraux, Marianne ne part pas aux États-Unis. Elle reste en France, à Paris, pour récupérer ce qu'elle peut du laboratoire et des papiers dispersés. Elle vit d'abord modestement, puis retrouve une certaine stabilité, grâce au réseau scientifique qui l'aide à reconstituer les travaux de Lavoisier. Elle décide de reprendre ce qui peut l'être, réunir, ordonner et reconstruire les écrits de Lavoisier à partir de ce qu'elle retrouve. Marianne ne retire rien de ce qu'elle reconstitue. Elle ne commercialise pas les mémoires de chimie, n'en tire aucun revenu, aucun statut. Elle envoie des exemplaires à des personnalités influentes, simplement pour que le travail de Lavoisier survive. En 1805, elle semble décider de tourner la page. Elle épouse Benjamin Thompson, physicien célèbre et figure des Lumières. Sur le papier, c'est l'union idéale, un homme de science, un esprit brillant, un réformateur. Dans la réalité, c'est un échec immédiat. Le mari refuse qu'elle tienne un salon scientifique et refuse la place qu'elle occupait du temps de Lavoisier. Le mariage se délite en quelques mois. Marie-Anne Lavoisier devenu renfort, puis à nouveau Lavoisier continue un temps à recevoir savants et artistes, mais se détourne progressivement de la science. Et lui seul devenu une figure discrète du Paris post-révolutionnaire. Elle s'éteint le 10 janvier 1836 à 77 ans, dans la capitale qu'il a vu tout perdre et tout reconstruire.